Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Merci de votre invitation. Et merci de venir sur le plateau de cet entretien essentiel. On va parler de tous les sujets de la rentrée parlementaire, de tous les sujets qui ont trait à la politique, politique intérieure, internationale, aux affaires de la Macronie. Vous êtes donc le président de Debout la France et nouvellement député, puisque vous avez été réélu. La rentrée parlementaire s'est passée cette semaine. On vous a vu à votre université d'été dresser un réquisitoire assez sévère contre la Macronie. Et j'aurais aimé commencer, Nicolas Dupont-Aignan, par vous demander, mais qu'est-ce que c'est que la Macronie pour vous ? La corruption généralisée, le conflit d'intérêts permanent, le pillage du pays par une oligarchie et l'appauvrissement des Français. Voilà ce que c'est que la Macronie. Et la question n'est même plus de savoir ce qu'est la Macronie. Je lisais sur un site de gauche 40 personnes de l'entourage de la Macronie qui sont soit mis en examen, soit poursuivis, etc. Le problème, c'est de savoir comment on s'en sort avant qu'il ait détruit la France. C'est ça le problème. Et je crois que ce qui intéresse les gens, c'est pas tant le constat, parce qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes, ils le voient bien. Simplement, la Macronie, par la propagande, a réussi à décrédibiliser aussi les autres. Et la difficulté, c'est comment, dans une espèce de dictature médiatique, on arrive à montrer aux Français qu'il y a une autre voie possible. Et tout l'enjeu, c'est là. C'est comment, dans les mois qui viennent, très vite, on arrive à convaincre les Français qu'on n'est pas condamné à subir ça. On n'est pas condamné, il y a une autre voie possible. Et sur chaque point, il faut qu'on arrive à montrer que sur chaque situation, on a une proposition concrète, qui n'est pas le grand soir. Concrètement, on pourrait faire autrement. Et on va revenir sur les propositions et sur le diagnostic. En 2017, il y a un professeur de Cambridge, Chris Bickerton, qui avait déclaré que le président Macron, dans une tribune qu'il avait fait dans le New York Times, que le président Macron serait le prochain président raté. Il avait aussi dressé un constat éloquent du macronisme quand je l'ai interviewé en disant « Le macronisme n'est pas encore la forme politique dont ont besoin les Français, c'est une forme indéfinie ». Donc vous allez plus loin en disant que vous la qualifiez donc parfois d'abominable, d'une forme de corruption. C'est la liquidation de la France. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est pas un président comme un autre. C'est le liquidateur. C'est comme dans les entreprises quand il y a une liquidation judiciaire, je sais pas comment on appelle liquidation judiciaire. Oui, voilà, il liquide le pays. Voilà, il est là pour liquider le pays. C'est-à-dire que c'est pourquoi je parle de corruption généralisée ou de conflit d'intérêts ou de parti de l'étranger au sens révolutionnaire du terme. C'est qu'il est là, en fait, il n'est pas l'émanation de la France. Il a été mis là, et les Français se sont laissés abuser, et ils l'ont réélu, et il est là pour liquider. C'est-à-dire que si vous regardez objectivement les secteurs économiques qu'il a liquidés, c'est-à-dire qu'il a fait passer sous influence étrangère, si vous regardez la politique étrangère, nous ne sommes plus que le caniche de Madame von der Leyen, qui elle-même est le caniche des Américains. Si vous regardez la politique Covid, c'était l'agent de McKinsey et de Pfizer. Donc en fait, ce qui est terrible, mais il y a eu ça dans l'histoire de France, des régimes du parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, il obéit à une feuille de route qui n'est pas l'intérêt de la France. On peut être en désaccord avec des... Moi, j'ai été dans l'opposition avec des présidents, mais ils étaient l'émanation d'une politique pour la France que je trouvais mauvaise. Mais là, c'est pas ça. Si vous regardez tout, en fait, il applique une feuille de route. Regardez les retraites. Le régime est excédentaire. 3 milliards cette année. Il n'y a aucun problème de financement des retraites. Aucun. Il veut faire la réforme des retraites parce qu'il s'est engagé. Et j'imagine que quand il voit BlackRock qui veut s'emparer du marché de l'épargne française, ils ont intérêt à paupériser les retraités s'ils veulent vendre leurs produits de retraite. Donc, si vous regardez tout, il y a toujours derrière un intérêt financier, un donneur d'ordre. Sur le prix de l'électricité, on pourrait remettre le prix national de l'électricité comme l'a fait l'Espagne et le Portugal. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il est dominé par l'Allemagne. Et parce qu'il faut faire marcher les entreprises qui font des éoliennes, qui sont étrangères. Donc, vous voyez, c'est terrible.
C'est pourquoi je parle vraiment, je suis effaré de ce qui se passe. Et en fait, pour pouvoir faire ça dans l'indifférence générale, eh bien, il faut faire de la propagande. Alors, il faut avoir le soutien des médias, c'est ce que... Ah bah oui, et de les oligarques qui en sont propriétaires. Donc je prends un exemple, alors on a eu la période du Covid, la peur, l'injection, voilà. Après, on a eu la période de l'Ukraine, la peur, on se met sous la protection des Américains et de Madame von der Leyen. Et puis maintenant, la peur de manquer d'avoir froid, alors on met un col roulé et tous les soirs, on va dire aux gens c'est horrible et tout. Donc, en fait, c'est un gouvernement qui, pour faire passer son agenda, c'est pas un idiot, hein. Il y a un agenda. Pour faire passer son agenda, il utilise des méthodes qui ont été décrites 100 fois. Vous savez, c'était l'histoire de Tony Blair, qui, quand il avait voulu intervenir, je sais plus en Irak ou je sais plus où, en Afghanistan, avait dit, vous vous rendez compte, une petite fille se met du truc sur du vernis à ongles et on lui coupe le doigt. Bon. Et en fait, on a su après que cette anecdote horrible, elle avait été conçue par des communicants. Bon, quand il y a eu l'horrible petit bébé qui est mort sur les plages de Turquie, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Bon, ça a été instrumentalisé. Il y a eu beaucoup d'instrumentalisation, la fiole d'anthrax à l'ONU. Mais en fait, voilà, l'anthrax à l'ONU, et à l'époque, il y avait Dominique de Villepin, c'était autre chose que ce qu'il y a là. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours le même scénario. Des communicants racontent une histoire, et puis cette histoire correspond à une volonté, et puis derrière, il y a les gros bataillons des intérêts, parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en ce moment. Beaucoup d'argent. Et le pays s'appauvrit. Mais c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de France à plusieurs reprises. Hein. Voilà. Le même Chris Bickerton avait, donc en parlant de la Macronie, il avait décrit que la politique, c'était discuter des idées, être d'accord, ne pas être d'accord, et que pour lui, la Macronie était une forme de technocratie où il y avait un pouvoir administratif qui était mis en place, et donc on ne discutait plus des idées. Vous êtes élu nouvellement député. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'hémicycle, on peut encore débattre des idées? Nouvellement et ancien, parce que c'est mon 6e mandat. Renouvelé, pardon. Renouvelé. Non, mais je préférerais être nouveau. Ça serait plus sympa. Non, il y a un grand changement. C'est qu'il y a eu un grain de sable. Et le grain de sable, c'est quoi? C'est que il est réélu après avoir manipulé l'élection présidentielle. Je m'étais trompé un jour, j'ai dit truqué, c'est pas truqué, c'est manipulé. Il n'y a pas eu de débat, il a fait peur avec le Covid, après l'Ukraine, les médias du système ont organisé une fausse présidentielle, si je puis dire. Et puis il pensait que c'était dans le sac, qu'il aurait une majorité. Et puis patatras. Il a quand même la légitimité de l'élection, oui, puisque le Conseil constitutionnel l'a validé. Il a la légalité de l'élection. Mais il n'a plus la légitimité parce que, pour la première fois, 6 semaines après l'élection, avec un scrutin majoritaire, il a le résultat d'une proportionnelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un grain de sable, il y a eu un miracle. Les Français se sont dit, mince, on lui a donné, il faut surtout pas lui donner les pleins pouvoirs, ça va être une catastrophe. Et donc, ils lui ont refusé une majorité. Ce qui fait que le Parlement renaît, parce qu'on s'aperçoit que personne n'a de majorité. Alors, moi, je vais être très franc avec vous, moi je suis gaulliste, et je pense qu'un pays sans majorité, c'est pas bon non plus. Je préfère que Macron n'ait pas de majorité, parce qu'on freine la destruction. Mais c'est pas bon pour un pays, il faut être honnête, d'être dans un entre-deux. Donc pour moi, mon analyse personnelle, mais ça ne regarde que moi, et puis je sais pas ce qui va se passer, mais je ne vois pas comment, sauf à affaiblir encore durablement le pays, on va subir 4 ans et demi de paralysie. C'est-à-dire d'un côté un président qui, avec le pouvoir des décrets des ministres, liquide l'économie française, et puis de l'autre, aucun rebond, parce que c'est la paralysie à l'Assemblée. Donc à un moment, il faudra dénouer le truc. Comment ? Par une dissolution, motion de censure, dissolution, oui, et Emmanuel Macron a menacé de la dissolution. Moi j'attends, hein. Moi je suis prêt. Et je crois que Marine Le Pen a fait un tweet en disant chiche. Voilà. Et j'avais écrit une nouvelle forme de faire de la politique avec un seul mot. Elle m'a devancé de 10 minutes, et donc j'ai pas osé le mettre le même mot, mais je pensais à la même chose, j'ai dit banco, qu'importe. Mais banco, oui, parce que je pense que les Français ne seront pas dupes, et que s'il y avait une motion de censure, mais est-ce que les LR la voteront? J'en doute. Et s'il y avait une dissolution, je pense que ce serait aux Français d'arbitrer. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de critiquer Macron, les Français ont compris qui c'était. L'enjeu, c'est d'arriver à proposer une offre alternative sérieuse qui fait
qu'au moment du choix, les Français se disent « on n'aime pas Macron, mais on va quand même pas le réélire parce qu'il y a mieux ». Et pour l'instant, ils ne se sont jamais dit ça. Ils se sont dit « on n'aime pas Macron, mais il n'y a pas mieux ». Et moi, je sais qu'il y a mieux. Donc, j'ai envie qu'on organise l'opposition de manière à être prêt, en cas de dissolution, à avoir une coalition des amoureux de la France. Ce qu'a fait Mélenchon, il faut qu'on le fasse, mais avec sérieux, parce que Mélenchon a quand même réussi à avoir 150 ou plus députés, alors que nous, par des divisions, on en a 89 au Rassemblement national, Zemmour en a 0, moi je suis tout seul, et les LR sont faibles, et puis il y a des patriotes de gauche, parce que pour moi, c'est pas l'union des droites que je veux faire. J'ai lu ça dans la presse, j'ai fait un discours, j'explique l'union des patriotes, je lis dans la presse l'union des droites. Je comprends toujours pas. L'union des patriotes, c'est quoi? C'est qu'à un moment, tous ceux qui ont compris l'escroquerie macroniste, qui aiment la France et qui veulent s'entendre sur un programme de salut public, qui viennent du Rassemblement national, de Debout la France, de Reconquête, des Républicains, de la gauche d'Onfray, que ce soit Montebourg s'il veut, un grand arc qui se met d'accord sur les 10 points de salut public, et on dit aux Français, voilà, on est prêt à gouverner, mais demain matin. Et on évite 4 ans de bazar. Alors, l'Union des patriotes, j'ai entendu énormément de politiques, de personnalités appelées à l'union. Oui, en fait, c'est derrière eux. Et donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pas derrière moi obligatoirement. Bon, ben ça, voilà. c'est déjà un bon mais point. Mais j'avais déjà fait parce que j'avais proposé, quand même, en 2017, qui est-ce qui soutient Le Pen face à Macron en disant ce type est fou, dangereux, faites gaffe. C'est moi, j'en prends plein la gueule. Bon, je suis le seul à l'époque. Même Zemmour, il soutient pas, il est journaliste. Bon. Ensuite, qui crée les amoureux de la France? Puis on me dit, ça va pas. Bon. Qui ensuite demande une primaire ouverte? Primaire, pour sélectionner entre Le Pen, Zemmour, moi et d'autres. Personne ne répond, sauf Florian Philippot, qui a été courageux. Voilà. Donc, je continue inlassablement. Moi, je dis, s'il faut que je m'efface pour choisir quelqu'un d'autre, on choisira quelqu'un d'autre. C'est pas le problème du choix de la personne. C'est le problème. Et ce qu'a compris Mélenchon. Mélenchon a compris une chose. Pour la mauvaise cause, mais il l'a compris dans la méthode. Il a dit, et il a eu raison, au moment des législatives, l'enjeu, c'est qu'il y a un autre Premier ministre. Et on ne va pas attendre 5 ans. Et il l'a fait. Il a mis d'accord des gens qui ont des gros désaccords. Socialistes, Verts, France Insoumise. Pourquoi nous, on n'est quand même pas capable de mettre autour de la table de Florian Philippot, j'allais dire même à Éric Ciotti, de Michel Onfray à Marine Le Pen, en disant il y a plus de choses qui nous rassemblent, qui nous séparent. Libération vis-à-vis de l'Union européenne, travail, etc. Bien sûr qu'on n'est pas d'accord sur tout. Florian Philippot veut le Frexit, l'autre ne veut pas en entendre parler, mais déjà si on se mettait d'accord sur le minimum vital pour sauver le pays et arrêter la prévarication. Surtout, vous avez dit dans votre université que c'est la dernière chance pour sauver le pays. Donc pour vous, oui. Quel est ce minimum, enfin, on va dire ce plus petit commun dénominateur? 1, on contrôle nos frontières. 2, on expulse les délinquants étrangers. 3, on change le code pénal pour que quand on est délinquant, on aille en prison. Bon, on rétablit l'ordre. Ce qui se fait dans beaucoup de pays du monde. Bon. Donc là, c'est du civisme. On est quand même sur du régalien. Non, du régalien qu'il faut prendre, mais c'est toujours pas fait. Bon. Ça se fait en Espagne, ça se fait en Algérie, ça se fait au Japon, ça se fait dans tous les pays du monde, sauf en Union européenne. C'est quelque part une insularisation, en fait. C'est pas une insularisation, c'est d'appliquer la loi. Bon. Et c'est d'appliquer ce qui se fait dans tous les pays du monde, sauf dans l'Union européenne. 2, on favorise les créateurs d'emplois qui produisent en France, et les PME, plutôt que de piller le pays au service de multinationales étrangères. On rétablit juste l'équilibre. On fait ça comment? Avec une taxe à l'importation? Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça créerait des problèmes avec Bruxelles, avec l'OMC. Rien. On baisse les charges, comme l'avait fait Trump aux États-Unis, massivement, sur ceux qui créent de l'emploi en France. On donne un bonus à celui qui relocalise, qui investit dans le pays. C'est un amortissement fiscal favorable. Trump l'a fait aux États-Unis, ça a boosté l'économie. L'Allemagne le fait en 12 d'ailleurs, très intelligemment. La Suisse le fait. Je demande que des choses qui se font ailleurs et qui n'exigent pas le grand soir. Donc vous croyez dans une élasticité énorme de la force productive de France à partir du moment où on a une incitation par la baisse des charges? Mais à partir attention, pas la baisse des charges qu'ont fait tous les gouvernements pendant 20 ans, qui n'est pas ciblée. Moi, je veux une baisse des charges ciblée sur le producteur français. Je vous renvoie au programme Made in France qu'on a fait.
Voilà, on sait que ça peut marcher. Troisième point, on défend l'intérêt stratégique national, c'est-à-dire on a une vision industrielle stratégique en matière d'électricité, de nucléaire, d'industrie, ce que fait la Corée du Sud, ce que fait Singapour, ce que font tous les pays du monde qui réussissent. Copie stratégique, ça on est capable de le faire. De manière à avoir assuré notre autonomie stratégique et notre indépendance. Un type comme Olivier Marleix, président du groupe LR, est un type très bien, qui a écrit des choses très bien, ce qui prouve qu'il n'y a pas que des mauvais à LR. Il y a quelques pépites qu'on peut récupérer. Bon, ensuite, on apprend à lire à nos enfants et à écrire à l'école et on arrête le woke machin et on remet l'éducation nationale pour apprendre, élever le niveau. On réforme nos universités pour simplement qu'elles enseignent. On investit dans la recherche. On met en place le RIC pour que les Français reprennent possession de leur démocratie. Enfin, mais tout ça, il y a 80% des Français d'accord dans les sondages. Et si vous comparez les programmes Rassemblement National, Debout la France, Reconquête, LR, Philippot, même Onfray, des gens de gauche, vous êtes capables d'avoir un cercle. Vous savez, on apprenait à l'école là, les ensembles. Vous savez, un cercle concentrique avec les cercles qui se regroupent avec. C'est quand même mieux que de subir Macron qui est en train de piller le pays. Alors on me dit, parce que j'entends Florian Philippot qui va dire oui, mais tu ne remets pas en cause l'Union européenne. Non, peut-être pas pour l'instant, mais Mélanie, elle la remet pas en cause tout de suite, mais elle va mettre en place ce qui va permettre peut-être de la remettre en cause après. Parce qu'il faudra renégocier, parce que si on renégocie pas l'Union européenne, on est mort. Mais moi, je suis le premier souverainiste. Mais si Orban avait en France un pouvoir avec nous, s'il y avait Mélanie, Orban, la France, la Suède, vous croyez pas que ça va changer? Et puis après, on dynamitera tout ça et on reconstruira une Europe des nations, des libertés. Mais si on ne met pas un pied dans la porte, si on attend le grand soir, j'ai vu notre ami Asselineau, que j'aime bien d'ailleurs en plus, parce qu'il a des analyses remarquables, qui a fait un communiqué en disant Dupont-Aignan, il est fou, il veut l'union des droites, surtout pas. Mais moi, je veux bien qu'on passe notre vie, chacun avec notre studio de télévision. Télé Asselineau, télé Philippot, télé Dupont-Aignan, télé Le Pen, télé Zemmour, télé machin. Et puis, on va chacun avoir notre petite télé, être youtubeur. Moi, je suis pas là pour être youtubeur. On est là pour gouverner, pour sauver la France. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas se mettre tous autour d'une table, peut-être abandonner certaines de notre identité, mais au moins éviter le pillage du pays. Il faut mettre dehors Macron. Et ça clique. Et puis après, déjà colmater les brèches. Quand il y a un incendie dans une maison, il y a des casernes de pompiers différentes qui arrivent, qui éteignent l'incendie. Ils se disent pas, avant de venir, est-ce qu'on se met d'accord sur le plan de la décoration de la chambre à coucher de madame dans 10 ans? Non, ils viennent sauver la boutique. Je dis, nos électeurs n'en peuvent plus de nos histoires. Ils veulent même pas savoir nos différences. Ils veulent qu'on sauve la maison France. Voilà. Qu'on éteigne l'incendie. Juste une question pour faire un parallèle avec le privé. Quand il y a une entreprise qui va mal, oui. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? On peut changer la tête. Oui. On peut changer l'équipe dirigeante oui. de manière à essayer de prendre des mesures. Toutes les mesures dont vous parlez, là, qui paraissent remplies de bon sens, on va dire, et vous dites que les Français sont d'accord avec ces mesures. Comment se fait-il que, lors de la présidentielle, on n'arrive pas à imprimer ces idées? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les transformer? Parce que il y a une intention et ça passe jamais au réel. Alors, il y a deux choses, je pense. C'est que je pense qu'il y a la division des égos, des querelles de chapelle qui ont joué. Il y a le système présidentiel qui a rendu fou beaucoup la classe politique parce que chacun veut être le président. Mais je pense que c'est pas ça la cause majeure. Je pense que la cause majeure, c'est que la propagande médiatique qui fait que les oligarques tiennent les médias et que tout est fait systématiquement pour décrédibiliser toute alternative au système. Lech Walesa, un jour, m'avait impressionné parce que Lech Walesa m'avait dit que le propre d'une dictature, c'était de faire croire à chaque citoyen qu'il était minoritaire, alors qu'ils sont majoritaires. Et je pense que quand les gens regardent le journal de France 2, pour être clair, et qui pensent comme nous, et ils sont une majorité, ils se disent « Ah ben on est minoritaire, donc on n'y arrivera jamais, donc on va se coucher, on va s'occuper de notre bonheur personnel ». Et que les Français se sont refermés sur eux-mêmes, parce qu'ils voient dans le miroir médiatique tous les soirs une vision qui n'est pas la leur, mais ils ne voient pas une possibilité de s'en sortir. Puisque nous, on est systématiquement soit exclus,
soit caricaturé. Moi, j'ai pas pu faire campagne. J'ai pris le thème de la liberté parce que je ne supportais pas, sur la crise Covid, ce qui s'était passé. Florian Philippot m'a soutenu. Il a été exemplaire. Mais on m'a assassiné médiatiquement. J'ai pas eu le droit de participer au débat. J'ai pas eu les grandes émissions. Quand j'ai passé 3 minutes, on m'accablait en me faisant passer pour un dingue. Donc, comment voulez-vous faire? C'est comme un match de foot où vous avez un arbitre qui vous interdit de jouer. J'étais dans les bancs de touche. J'ai regardé le match présidentiel. Donc, et quand Le Pen, qui a été favorisé au premier tour, est arrivé au second, ceux qui l'avaient favorisé l'ont accablé. Un jour, j'ai pris tous les journaux dans ma vidéo du soir. Tous les soirs, je fais une vidéo sur Facebook. Et j'ai pris tous les journaux, je les ai montrés, je les ai tous déchirés. Tous les journaux, c'était Le Pen catastrophe, la ruine du pays. Mais c'était grotesque. Sauf que ça influence les gens. Et j'y rencontre en ce moment des gens qui me disent « Oh, qu'est-ce que je suis con, j'ai voté Macron parce que j'ai eu peur de Le Pen. » J'ai rencontré quelqu'un qui a une femme portugaise et qui m'a dit oh, « J'ai voté Macron parce qu'au bureau, j'ai entendu que si Le Pen gagnait, on retirerait la nationalité française à ma femme qui est portugaise depuis 20 ans en France. » Et je dis « Mais comment vous avez pu croire un truc pareil ?» Ah mais je l'ai cru, mais je regrette vraiment parce que c'est une catastrophe, Macron. Alors d'ailleurs, 5 semaines après, j'ai voté pour RN ou j'ai voté, je sais pas quoi, LFI ou voté pour vous, qu'importe. Donc, si vous voulez, ils ont brouillé la tête des gens. C'était une avalanche. Et tout l'enjeu, c'est donc, et puis il y a le fait aussi que Marine Le Pen était seule. Et d'ailleurs, je lui ai dit, pourquoi tu as fait campagne au second tour seul? Moi, je t'ai soutenu gentiment. On m'a pas appelé, on m'a pas monté de... Donc, pourquoi? Les Français veulent pas voir seulement une personnalité. Je pense que les Français veulent voir une équipe. Et ils ne lâchent pas la proie pour l'ombre. Donc, il y a la caricature des médias, il y a aussi notre faute. Il y a sans doute de notre faute, parce qu'on ne peut pas toujours accuser les médias. Il y a les médias, mais il y a aussi nous. Donc, là, il faut vous êtes en train de c'est pour ça que je tiens à ma coalition. De vos erreurs, puisque vous avez accusé Emmanuel Macron de ne pas pouvoir apprendre de ses erreurs, ou de ne pas savoir. Mais peut-être aussi, moi, j'ai commis des erreurs. Peut-être. Mais excusez-moi, quand il y a eu la crise du Covid, je me suis senti bien seul. On n'était que 2. Et ils se sont tous écrasés en se disant c'est pas populaire de dire que les injections sont pas bonnes. Sur la crise du Covid, vous avez parlé tout à l'heure de la peur. En fait, est-ce que les Français ont peur les uns des autres puisqu'ils ont potentiellement été porteurs d'un virus qui pourrait les infecter ou transmettre ce virus à la grand-mère? Donc, est-ce que la première des choses qu'il faut pas faire, c'est réapprendre à vivre avec la nature et dans notre écosystème? Vous avez totalement raison. Mais quand toute la journée en fait, c'est plus profond que ça, peut-être. Je réfléchis avec vous. Hein. C'est ça l'intérêt de votre. C'est un entretien essentiel. C'est fait pour justement réfléchir évoquer ensemble les sujets et justement sortir de ce jeu des questions-réponses. En fait, je pense qu'on est passé d'un débat de la raison à un débat de l'émotion, et que la destruction de l'éducation nationale pendant 20 ans commence à produire quand même ses effets. C'est-à-dire que pendant 20 ans, quand on interdit les livres d'histoire, qu'on fait une histoire arrangée. Ou qu'on les modifie. Donc. Qu'on les modifie. Qu'on n'apprend plus à écrire. Que le niveau baisse, c'est une réalité. C'est pas être un vieux réactionnaire, parce que parfois je me dis, je suis peut-être trop... mais non, tous les professeurs me le disent, qu'ils soient de gauche ou de droite. Quand le niveau baisse à ce point, pendant 20 ans, ça produit des effets à la fin. Et on est passé d'une époque de raison à une époque de passion et d'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on réagit avec émotion, nous-mêmes, parfois, on réagit dans notre vie avec émotion et pas avec raison. Alors, il faut de l'émotion, il ne s'agit pas d'être des êtres froids, hein, mais et je pense que c'est beaucoup plus dur de faire de la politique aujourd'hui, parce que tout est émotion, tout est zapping, et que, ajouter à cela des oligarques qui tiennent les médias et qui pensent quasiment tous la même chose, il y a un effort, on voit bien, avec heureusement CNews et quelques autres, pour faire évoluer les choses, mais c'est encore marginal. Enfin, marginal, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas assez. C'est extrêmement difficile. Et le grand paradoxe, il y a un paradoxe que j'ai pas la solution, hein. C'est quand même qu'on a gagné une bataille idéologique. Parce que moi, je vois bien les gens, ils ont quand même compris que s'il y avait plus d'immigration, il y aurait moins de sécurité. Ils ont compris qu'il fallait être indépendant. On a vu l'affaire des masques. Il fallait produire en France. Toutes ces batailles que je mène depuis 20 ans, on progresse.
Les parents d'élèves ont compris que l'école était quand même merdique, pardonnez-moi, alors qu'on pouvait faire mieux. Les enseignants l'ont compris aussi, ils ont évolué, les enseignants. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un progrès de conscience collective, on progresse, on devient majoritaire idéologiquement, mais on ne transforme pas cette victoire des idées qui progressent vraiment, et je suis content pour ça, on ne la transforme pas encore politiquement. Mais ça va venir. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne vous découragez pas. C'est à nous, hommes politiques, d'essayer de réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis arrêté carrément entre le 23... j'ai fait ma campagne législative et après, j'ai pris vraiment 2 mois de réflexion. D'abord de repos. On est des êtres humains. Et de réflexion. Et puis voilà. Et je me suis dit, on a un devoir d'être plus concret. Les Français ne croient plus au grand soir parce qu'ils ont été trompés 20 fois. Et donc, je dis à mes collègues, soyons plus concrets. À chaque situation, qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce qu'on ferait à la place du gouvernement ? Et qu'est-ce qu'on ferait d'immédiat et de concret ? Comme un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il va pas aller venir voir son banquier ou ses salariés en disant dans 20 ans, il y aura une société parfaite et puis si on change... il se fait virer avant, si jamais il fait moins d'heures. Le chef d'entreprise, s'il dit on va changer les banques, on va changer l'État, on va changer les salariés, on va changer tout ça. Le salarié, il va dire très bien, mais en attendant, qu'est-ce que tu fais ? Je crois que l'homme politique doit changer. Les Français, de toute façon, ne supportent plus nos grands plans. Donc, moi, j'ai décidé, chaque problème, une solution concrète. Premier point. Et deuxième point, les Français n'attendent plus l'homme providentiel, puisque l'homme providentiel les a trompés. Il y a eu Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Au Hollande, personne ne savait qu'il était homme providentiel. C'était par défaut. Macron. 4 hommes providentiels qui se sont plantés. Le Français attend une équipe. Une équipe. Un sérieux, du concret. Et peut-être que là, déjà les médias sont plus très crédibles. À ce moment-là, peut-être qu'on arrivera à percer la muraille. C'est ça ma seule ambition. Donc ça, c'est pour, on va dire, les conditions pour une union. Cependant, vous agitez quand même un petit peu vous-même la peur, puisque vous dites c'est la dernière chance pour sauver le pays. Donc en fait, on est dos au mur. Oui. Et quand on est dos au mur, quand on est au fond de la piscine, est-ce qu'on a assez d'énergie ? Voilà. Parce qu'en fin de compte, le nerf de la guerre, c'est quand même... Vous savez l'affaire de la grenouille, là. Bon. Une grenouille que vous plongez dans une eau bouillante, elle saute. Si vous laissez la grenouille et que vous ouvrez petit à petit le feu, elle crève. Tout à fait. Et je voudrais pas que le peuple français soit la grenouille. Et les médias, c'est un peu le petit feu dessous. Revenons un petit peu sur la rentrée parlementaire. Il y a un budget qui a été présenté par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Quelle a été votre réaction sur ce budget ? Un budget d'abandon. C'est paradoxal parce qu'à la fois, ils sont en train de livrer notre économie aux parties de l'étranger, au sens, attention, pas xénophobe, au sens des entreprises multinationales. Il y a une pépite, là, je voyais, Excelia ou un nom comme ça, qui va être rachetée par les Américains, alors que, et la Caisse des dépôts donne de l'argent à n'importe qui. Et la BPI, on n'est pas foutu de racheter cette entreprise. Enfin, c'est insensé. Bon. Donc, on est en train de laisser piller le pays. Et puis, en même temps, on fait un budget qui arrose tout le monde, mais qui ne décerne pas des priorités, qui ne s'attaque pas au gaspillage. Donc, moi, je suis stupéfait. Je préférais qu'on s'attaque aux fausses cartes vitales, 20 milliards d'euros minimum, aux retraites versées à l'étranger à des gens qui sont morts. À l'Union européenne, on va donner plus de 10 milliards net à une organisation qui nous sabote. Ils nous sabotent. Donc, je préférais qu'on fasse des économies là, au lieu de les faire sur les retraités. Je préférais qu'on fasse des économies là pour aider nos PME à investir, pour racheter les boîtes qui sont d'intérêt stratégique. Enfin bref, une politique. Mais il n'y a pas de politique, non ? C'est le chat crevé au fil de l'eau. Et puis pendant ce temps-là, nos services publics meurent. Voilà. Et puis les gens ne sont pas contents à juste titre. Donc c'est un budget d'abandon. Voilà, c'est un budget ahurissant. Et ce budget, il est équilibré pour vous ? Il n'est pas équilibré. Je ne sais pas combien on atteint. Je crois qu'à partir du mois de juillet, il est en déficit. Donc c'est un budget de faillite. Mais en fait, il gagne un peu de temps. Ce sont des liquidateurs. En fait, comme, vous savez, il gagne du temps, il prend le truc, et puis après, il va fermer la boutique. Enfin, c'est pas possible, il faut réagir, là. C'est vital. Alors, j'ai vu que les oppositions avaient mis en minorité le gouvernement, mais simplement, les oppositions ne sont pas obligatoirement d'accord sur les solutions. Donc, Macron va avoir beau jeu de dire, voyez, c'est le paralysie. Donc,
D'où l'importance d'être prêts, nous. Et moi, je veux voir Marine Le Pen, je veux voir Zemmour, je veux voir les Républicains, je veux voir Onfray, je veux voir Philippot, je veux voir tout le monde pour leur dire mettons-nous d'accord vite. Parce que si on a une dissolution dans 6 mois, on dit quoi aux Français? Chacun y va comme ça? C'est pas possible. Et nous avons un devoir. C'est pour ça que je parle de dernière chance. Et moi, je ne crois pas. Alors, la différence avec moi, par exemple, Marine Le Pen dit on attend 2027, elle se prépare et tout, sauf que, vous savez, la France va peut-être pas attendre 2027. Mais surtout qu'on va avoir du mal à passer l'hiver si jamais il y a des on va dire, baisses de température, des coupures d'électricité, on risque de se rendre compte Mais ça sera la de manière faute des Français. douloureuse. On nous refait le coup du Covid. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite musique. Ça y est, tous les soirs, on va infantiliser les gens, mettez votre pullover, baissez votre thermostat, comme si les Français avaient envie de dépenser de l'argent. C'est complètement fou. C'est un truc de haut fonctionnaire qui a jamais payé son chauffage. Enfin, ce sont des gens qui vivent dans des palais et qui disent « Oh, il va faire froid, il faut peut-être qu'on mette un petit pull et qu'on baisse le chauffage. » Ils ont jamais baissé le chauffage chez eux. Mais les Français, il y en a 12 millions qui ne se sont pas chauffés l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas de quoi. Donc c'est honteux ce discours. Macron qui dit aux bornes, il faut éteindre la climatisation l'été. Mais qui a une climatisation chez soi l'été? Qui? Moi, je connais À pas. Paris, il y a beaucoup de gens qui ont la climatisation, Non, donc beaucoup, c'est peut-être très parisien. En tout cas, moi, j'ai pas de climatisation. Mais enfin, qui a un climatiseur chez soi en France? Très peu de gens. Donc c'est une réflexe d'une caste qui se dit oh, il va faire froid, il faut qu'on fasse des petits sacrifices. Bon. En attendant, les Français, ils les font déjà, ils sont sobres parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Et ce qu'on attend du gouvernement, c'est pas ça. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il nous prépare. Alors, s'il fait ça, c'est comme pour le Covid. Je montre là, parce que je regarde pas là. Donc, je vous fais peur avec le Covid parce que je vous dis pas que j'ai pas acheté les masques à temps parce que j'ai pas fait le boulot. Eh ben, c'est pareil. Il a fermé les centrales nucléaires. Il a mis des éoliennes qui ne produisent pas d'électricité quand il n'y a pas de vent. Il a mis des éoliennes qui nécessitent un complément de gaz, donc c'est absurde. Et en plus, il accepte un prix d'électricité qui sert l'Allemagne. Eh bien, concrètement, on peut faire autrement. Première décision, on rétablit le prix national de l'électricité. On produit à 50 € le mégawattheure et on le facture actuellement à 600 aux entreprises. Et on leur fait faillite. Et alors, je sais pas si c'est les shadocks, je sais pas si vous savez des shadocks. On creuse des trous pour faire des trous. On est dans une situation ubuesque. Je voudrais vraiment, c'est compliqué, mais c'est simple. La production d'une centrale nucléaire, c'est 50 € le mégawattheure. L'État oblige EDF d'ailleurs à vendre à 50 €, 49,7, le mégawattheure à des entreprises privées. Bon. D'électricité. Donc 50 €. Comme on a accepté un prix européen indexé sur le système allemand, puisque l'électricité allemande est produite avec du gaz, le prix du mégawattheure allait être à 600. C'est parfois 1000, 3000, mais bon, c'est un marché. Bon. Ça veut dire que nos entreprises vont faire faillite. On leur fait payer 600. Au-dessus de 10 salariés, ils sont coincés. Alors, monsieur le maire, le saboteur en chef, le ministre de l'économie allemande, dit, eh bien, je vais subventionner avec un dispositif très compliqué, des dossiers, Bercy est ravi, on va tenir les gens, je te donne ça, tu me donnes ci. Alors qu'il suffirait de baisser à 50, comme l'a fait l'Espagne et le Portugal, qui se sont extraits du marché électrique. Et puis Madame von der Leyen et les Allemands ont trouvé un truc encore plus fort. Ils ont dit, oui, c'est trop cher, 600. On va mettre 200, c'est pas encore décidé, mais c'est ça l'esprit. Tout ce qui sera vendu entre 200 et 600 par les opérateurs électriques ira dans le budget de l'État qui pourra subventionner. Mais je ne sais pas si vous voyez le délire que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une économie administrée de folie, c'est une économie où on tient les gens, c'est une économie de la bureaucratie. Une économie orwellienne, quelque part. Complètement folle, mais complètement folle. Mais les Allemands sont très forts. Pourquoi ils font ça? Parce que comme ça, l'économie française est plombée, alors qu'elle pourrait fonctionner avec une électricité à 50 €. Un avantage comparatif fabuleux pour nos industries. Ah non! Donc comme ça, ils entravent la compétitivité française, et ils font encore mieux. Ils mettent 200 milliards pour subventionner leur entreprise. Mais nous, on ne peut pas les mettre puisqu'on est ruinés. Donc vous avez une Allemagne qui manipule l'Union européenne et qui étouffe la France. Pourquoi elle fait ça, l'Allemagne? Parce que les États-Unis tuent l'Allemagne
en détruisant le gazoduc, si c'est eux, je ne sais pas qui ça peut être d'autres, mais bon, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est sûrement pas les Russes. Quel est l'intérêt de la Russie? Donc ça sert toujours dans une chaîne les intérêts de quelqu'un et on est le pantin de quelqu'un. L'Américain tue l'Allemagne, parce que les Américains sont en train de tuer l'économie allemande. Et l'Allemagne se venge sur la France. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la France est souveraine, elle dit à l'Allemagne, moi j'ai une électricité nucléaire à 49 €. Donc il faut renier les accords européens pour ça. Non, il n'y a même pas besoin de renier. L'Espagne et le Portugal l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont tapé du poing sur la table, ils l'ont fait. Et il suffit de taper du poing sur la table et on le fait. Quand monsieur le chancelier, j'ai même plus son nom, dit « je mets 200 milliards pour soutenir les entreprises », c'est de la concurrence déloyale. Mais il le fait, il n'a pas demandé l'autorisation de monsieur le maire. Et au même moment, madame von der Leyen interdit à la France, écoutez bien ce que je vous dis, de prolonger le PGE d'aide aux entreprises d'1 an. C'est interdit par Bruxelles, parce que ce serait une aide déloyale. Donc, nos entreprises, il faut quand même savoir ce qui se passe. Nos entreprises, en cette rentrée, on le rappelle d'URSSAF de 2021, puisque vous savez qu'ils avaient eu une possibilité de repousser. De repousser. Donc, ils se payent URSSAF 2021-2022. Ils doivent commencer à rembourser le PGE, plan de garantie de l'État de crise Covid, en 5 ans. Souvent, c'était sur 25% du chiffre d'affaires. Ça veut dire 25 divisé par 5, 5% du chiffre d'affaires. Quelles sont les boîtes qui font 5% de profit? Bon. Donc, ils se payent l'URSSAF 2021-2022, ils se payent le remboursement du PGE, ils se payent l'augmentation, s'ils ont plus de 10 salariés, explosive du prix du gaz, de l'électricité, ils se payent la chute de la demande puisque nos concitoyens consomment moins, et on leur dit, mais vous allez très bien, allez voir le médiateur du crédit. Ça va être un carnage en termes d'emploi. Un carnage. Déjà, des entreprises industrielles ont fermé. Et elles partent où? Aux États-Unis, en Chine, ailleurs. Mais on est fous. J'ai entendu beaucoup C'est du sabotage. J'ai entendu beaucoup. C'est du suicide. Je vous le dis. On ne peut pas l'accepter. Et où sont les chefs d'entreprise? Où est le MEDEF? Il est disparu. Il est passé où? Où est passé le président du MEDEF? Ils ont disparu. Pour revenir sur ces noms, j'ai entendu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont dit on préfère mettre la clé sous la porte que continuer comme ça parce qu'on va perdre énormément d'argent. Est-ce que c'est pas jouer le jeu du gouvernement, puisqu'en fin de compte, plus on devient dépendant du gouvernement, et plus on attend du gouvernement qui nous donne un RSA, des aides, et moins on a des gens indépendants. Bien sûr. Du coup, en fait, le gouvernement qui est censé être au service du peuple, on devient au service du gouvernement au travers de tout ça. C'est une économie de pénurie, une économie de ruine et de dépendance, avec un machiavélisme abominable. Mais c'est aussi une course à... Ils jouent à la petite semaine, ils sont complètement perdus, complètement largués. Ils obéissent à des intérêts étrangers. Voilà. Et donc, ils surfent sur... Voilà. Et comment se fait-il que le ministre de l'économie, M. Le Maire, et Emmanuel Macron n'aient pas compris que nos entreprises allaient crever en étant obligées de rembourser le PGE et avoir un prix de l'électricité, alors même qu'on pourrait faire autrement? Qu'est-ce que ça coûte de prolonger le PGE de 2 ans, de 10 ans? C'est uniquement idéologique. On ne veut pas déplaire à Bruxelles. Mais l'Allemagne en a rien à foutre de Bruxelles. Vient de décider 200 milliards. Tac. On a d'autres sujets à couvrir que donc. Oui, il y a une cause de tout ça, c'est l'Ukraine. Hein. Voilà, j'allais y venir. En fin de compte, tout à l'heure, vous avez dit on monte du doigt pour parler d'autres choses. Donc, parlons un peu de l'Ukraine. Donc, en fait, ce conflit, qui est un véritable conflit, occupe énormément de place dans les médias. Il occupe énormément de place des observateurs. On a même envoyé des armes là-bas, donc on a pris position. Est-ce que c'est pour qu'on ne parle pas des vrais problèmes en France ? D'abord, vous avez raison. D'abord, les problèmes de la France et du monde occidental sont nés avant l'Ukraine. Trop d'argent donné par les banques centrales, inflation. Toute l'inflation n'est pas liée à l'Ukraine. Donc on avait vraiment un problème et c'est... Il y a un problème, et vous le connaissez bien, et beaucoup d'économistes en parlent, c'est-à-dire ce problème de la bulle spéculative. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé de l'argent, pas pour les peuples, parce qu'on peut créer de l'argent pour les peuples, pour investir dans la science, dans la recherche, la lutte contre le cancer, une recherche publique. Non, on a créé de l'argent qui est allé sur des marchés financiers. En fait, il y a une oligarchie spéculative. Oui, il y a une oligarchie mondiale qui a pris le pouvoir. Et ce qui est
impressionnant, c'est de voir que ces gens qui nous interdisaient de créer de l'argent pour satisfaire les besoins des peuples ont créé de l'argent pour satisfaire les besoins des oligarques. Surtout dans la période de la crise où il y a 600 milliards, ça a coûté 600 milliards, il y a eu beaucoup d'argent qui a été créé. Quand vous y réfléchissez. C'est-à-dire que ils refusent au peuple ce qu'ils s'octroient à eux-mêmes. Et ceux qui ont lutté contre, comme Trump, parce que paradoxalement Trump avait lutté contre, ont été abattus. Mais pourtant, Johnson. Emmanuel Macron avait bien commencé avec un bon discours. Il disait quoi qu'il en coûte, on va sauver l'économie. Et les chefs d'entreprise disent qu'il a quelque part sauvé l'économie. Là-dessus, sur le quoi qu'il en coûte en pleine période Covid, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus dire que tout est mauvais. Il était obligé. Mais enfin, c'est quand même lui qui a créé les confinements inutiles. Donc là aussi, en fait, vous savez, c'est le pyromane pompier. Voilà. Je crée un confinement totalement inutile et après, j'arrose d'argent pour réparer le confinement. J'alimente la guerre en Ukraine, je mets la France dans la guerre en Ukraine, et puis après, je me plains qu'il n'y ait pas de gaz. Bon. On peut être contre l'agression de la Russie sur l'Ukraine et dire ils ont agressé. Mais ce que je demande, c'est qu'on soit juste. L'Ukraine a agressé le Donbass pendant des années, 8 années, 5000 morts civils. Les accords de Minsk, signés entre la France, l'Allemagne, quand la France et l'Allemagne étaient encore souveraines, la Russie et l'Ukraine n'ont pas été respectés par l'Ukraine. Donc, il y a un moment, moi, j'ai jamais nié l'agression russe. Et je pense que Poutine a fait une grave erreur. Pour autant, je n'accepte pas qu'on mette tout sur le dos des Russes. Voilà. Qui a avancé aussi en Ukraine? C'est l'Amérique. Qui a refusé quand Jacques Chirac avait proposé, Jacques Chirac avait eu une bonne idée, Dieu sait si je l'ai critiqué sur beaucoup de choses, mais là-dessus, il avait quand même un peu de bon sens. Il avait proposé un statut de neutralité pour l'Ukraine. Les Américains l'avaient torpillé à l'époque. Donc, l'Ukraine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui savent qu'avant 91, l'Ukraine était inexistante. Des Russes. Alors, attention, pas toute une partie de l'Ukraine. Il y a une partie qui a été occidentale, austro-hongroise, et puis une autre partie. Mais moi, je ne juge, je suis pas pro-russe. Je demande qu'on analyse objectivement, mais il n'y a pas de culture historique. Donc, quand vous parlez de ça, on vous regarde avec des yeux carrés. Mais il y a une culture historique. C'est comme si on disait l'Alsace-Lorraine était ceci. Enfin, il y a un moment, il faut comprendre. Ce que vous dites, c'est la diabolisation de Poutine est peut-être excessive, la même manière que notre soutien unilatéral et sans faille à l'Ukraine. Il est non seulement faux, excessif, mais il est dangereux. Et moi, je m'occupe de la France, l'intérêt de la France. Je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain, ni pro-chinois, je ne pense qu'à la France. Et en tant que défenseur de la France, je dis, on pouvait condamner bien sûr l'agression russe, il ne s'agit pas de dire bravo, voilà. Mais on devait dire à l'Ukraine, attention, on peut arrêter cette agression si, enfin, vous respectez les accords de Minsk, c'est-à-dire ce qui était prévu, c'est l'autonomie constitutionnelle du Donbass. Le respect de la langue russe, qui a été éradiquée. Etc., etc. Et j'avais proposé le 7 mars une conférence de presse où il n'y avait personne, un plan de paix qui était parfaitement adapté, que même Israël avait proposé, donc faut pas me suspecter qui était un plan de paix équilibré, autonomie du Donbass, respect des accords de Minsk, retrait des troupes russes, neutralité et démilitarisation de l'Ukraine, qui était russe pendant 3 siècles. Donc on peut considérer, je pense pas que les Américains aimeraient que le Mexique soit bourré d'armes russes, donc on pouvait trouver. Ils n'ont pas aimé que Cuba. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. Moi, les Américains avaient raison de bloquer les armes à Cuba, comme les Russes ont peut-être raison de vouloir éviter que l'Ukraine soit un État qui les menace. Donc ils veulent une zone de neutralité. Est-ce qu'on aimerait que la France, que la Wallonie, est-ce qu'on aimerait que la Wallonie comporte des armes nucléaires vers Paris? Ben non. Est-ce que, d'ailleurs, Israël, est-ce qu'on a déclaré la guerre à Israël parce que les territoires occupés, il y a un conflit territorial? Est-ce qu'on a déclaré la guerre au Maroc parce qu'il y a un conflit au Sahara occidental? Est-ce qu'on a déclaré la guerre à l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont massacré les Yéménites? Enfin, on n'a pas encore déclaré la guerre pour l'instant, mais on est dans une situation conflictuelle. Vous avez raison de me reprendre, mais moi je vous dis que quand on livre des canons César qui bombardent des populations civiles et qui tuent des gens, on n'est pas loin d'être en guerre. C'est une situation de casus belli, quoi. J'estime qu'on prend un risque et qu'on fait prendre un risque à la France. Immédiat. Premier point.
Deuxième point, j'estime qu'on ne fait pas œuvre de paix et que la France a un rôle à jouer que Dominique de Villepin avait joué au moment de l'Irak, qui l'avait rendu populaire dans le monde entier, qui avait servi les intérêts de la France en Afrique, notamment. On est en train de perdre l'Afrique, ce qui est très important pour la France. Quand je dis perdre, c'est pas notre propriété, c'est une coopération avec des Africains. Et on les jette dans les bras des Chinois et des Russes. Complètement stupide. On est en train de précipiter la Russie dans les bras de la Chine, qui est beaucoup plus dangereuse que la Russie, et on est en train de sacrifier notre économie au profit des États-Unis. Écoutez, si ça te plaît et si ça vous paraît positif, tout ça pourquoi ? Pour 3,5 millions d'habitants du Donbass, dont la plupart se sentent russes, et qui sont attaqués par l'Ukraine depuis 8 ans. Alors, moi je ne dis pas que les Ukrainiens ont tort sur tout, parce qu'il n'y a pas non plus à subir l'attaque d'un pays souverain. Mais je ne dis pas que les Russes ont tort sur tout. Et je pense que la France aurait dû avoir un discours juste, en disant « Nous condamnons cette agression, nous demandons aux Russes de s'arrêter, mais nous demandons aussi aux Ukrainiens de respecter le Donbass. » Et je pense qu'on pouvait trouver un accord. Maintenant, ce que j'avais proposé le 7 mars n'est plus valable, puisqu'ils ont annexé. Je pense que là, la priorité absolue, c'est de faire un cessez-le-feu, de demander à la Russie de prévoir de nouveaux référendums dans 1 an, parce que le référendum en pleine guerre, c'est quand même pas très pratique. Un vrai référendum, si les Russes sont convaincus que les 4 régions veulent être attachées à la Russie, ils n'ont pas à craindre un nouveau référendum. Que l'on arrête l'armement de l'Ukraine, qu'on mette tout le monde autour de la table, et qu'on arrête le massacre des Ukrainiens. Parce qu'entre nous, M. Zelensky, il précipite son peuple dans le martyre. Parce que lui, il est protégé, mais il envoie les soldats ukrainiens se faire descendre sous les obus russes. Et puis, il veut tuer chaque Russe. Non, mais il est complètement malade. Il veut tuer chaque Russe et il est il a dit, sur la liste des nominés pour le prix Nobel de la paix aujourd'hui. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment on peut acclamer à l'Assemblée nationale un homme qui vient de dire, j'ai repris sa phrase, je me suis dit, j'ai rêvé, c'est la propagande russe qui a dit ça. Il a dit, tant que Poutine ne sera pas parti, je tuerai chaque Russe. Ou je tuerai les Russes un à un. Nous tuerons les Russes un à un. Et nous, la France, soutient un raisonnement pareil. Mais on est complètement fou. Avec les conséquences économiques et sociales que j'ai décrites tout à l'heure. Donc l'intérêt de la France, c'était de se mettre un peu en retrait, de condamner la Russie, mais de chercher aussi les causes du conflit côté ukrainien et de trouver une voie de paix. Donc une forme de justesse politique et sociale qui remet sur la table, on va dire, et puis de les pour et contre. L'Europe. Parce que le paradoxe, c'est qu'on dit que je ne suis pas européen. Mais il n'y aura pas d'Europe sans une grande alliance entre la France, l'Allemagne et la Russie. Face à la Chine, aux États-Unis, le Moyen-Orient, si vous regardez la carte du monde, demain, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie paraîtra complètement anachronique, comme le conflit entre la France et l'Angleterre, la guerre de 100 ans, comme le conflit de la guerre de 14-18 avec l'Allemagne. Et on aura ruiné l'Europe. Et est-ce que l'Europe va pas sortir de l'histoire à cause de ce conflit ? Parce que si les Américains continuent à laisser et les Chinois, à nous laisser ce conflit, cette plaie purulente au cœur de l'Europe. Ça joue en leur faveur quelque part. Mais attendez, c'est la fin de l'Europe. De la belle Europe. Donc, tous ces européistes qui se disent européens toute la journée, vous avez vu le cirque de Macron hier à Prague ? La nouvelle Europe avec la Turquie, l'Azerbaïdjan. Alors, ils condamnent Moscou, mais quand l'Azerbaïdjan fait des crimes de guerre, des réels crimes de guerre, alors que Boutcha, c'est pas du tout dit que ce soit les Russes entre nous, quand il y a de vrais crimes de guerre de l'Azerbaïdjan, on les invite à un sommet. Et la Turquie qui a massacré les Kurdes, on les invite à un sommet. Et la Turquie qui occupe Chypre, tiens, la moitié de Chypre, c'est pas le Donbass ? Non mais moi j'aimerais qu'on m'explique. Expliquez-moi, la Turquie envahit Chypre, occupe la moitié de Chypre, la partie est, et on l'invite partout. La Russie envahit le Donbass. Il faut toujours, en géopolitique, il faut toujours avoir un ennemi pour faire la guerre, un ennemi commercial, et on joue avec cette géopolitique depuis longtemps. Que les États-Unis jouent ça. Les États-Unis sont affaiblis par la Chine. La classe politique. Pas que la Chine, il y a l'Inde aussi qui aime les BRICS. Tout à fait. Monsieur Biden semble avoir des intérêts en Ukraine.
Heureusement, Elon Musk a proposé exactement le plan de paix très presque que j'avais proposé. Trump a dit des choses intelligentes. Les républicains, moi j'espère que les républicains vont gagner pour arrêter la folie de Biden. Bon, donc, on peut comprendre que les Américains, c'est leur intérêt. Mais en quoi Emmanuel Macron, président français, a intérêt à mettre de l'huile sur le feu en Ukraine au risque de déstabiliser l'Allemagne et la France? L'économie allemande s'effondre, l'économie française risque de s'effondrer, la crise sociale approche. Quel est l'intérêt? Expliquez-moi quel est l'intérêt de la France. Moi, je suis là pour la France. Je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain, ni pro... Le général de Gaulle disait, on n'a de politique étrangère que d'intérêt. Défendons la France. Vous aviez donc en introduction parlé des conflits d'intérêts, de la corruption, des affaires de la Macronie. En 2017, je crois que le président avait dit que si jamais il y avait un ministre qui était mis en examen, il devrait démissionner. On a vu Dupond-Moretti, Colère mis en examen et leur démission n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais tout le monde a compris que c'était un régime vérolé. Voilà, il est vérolé. McKinsey, vous avez vu le scandale McKinsey, mais ça y est, c'est passé comme une lettre à la poste. L'État, vous payez, nous payons ce cabinet d'études encore. Ils ont encore des contrats. Nous payons avec notre argent, notre sueur. Mais vous vous rendez compte? Alors donc, je précise pour les auditeurs que j'ai personnellement travaillé dans ce cabinet, mais il y a 25 ans, donc il y a prescription. Mais attendez, je vais être très clair. C'est pas la faute de McKinsey, c'est la faute des hommes politiques français qui font appel à lui de manière excessive. Bien sûr. Il y a des très bons auditeurs chez McKinsey. Il y a tout. Donc il faut pas tout remettre en cause vous avez à travers raison. de ça. Mais encore une fois, je pense en fait la confusion générale facilite ce qui se passe, le pillage du pays. Le rôle d'un citoyen, c'est de gérer ses propres affaires. C'est lui qui doit décider s'il se fait une injection ou pas. C'est lui qui doit décider à combien il met le chauffage, c'est lui qui le paye. Bien sûr qu'il a un sens civique et qu'il va baisser le chauffage s'il voit que la France est en danger. Mais il est assez grand pour le penser. Le rôle d'un gouvernement, c'est pas de se mettre à la place du chef d'entreprise, du citoyen. Le rôle d'un gouvernement, c'est de défendre les intérêts de la nation. C'est de planifier, de défendre les intérêts de la nation. Donc c'est du régalien. Vous venez de parler que le citoyen devrait avoir le choix. La confusion générale. J'ai pas besoin d'une maman supplémentaire. Pauvre maman qui est au ciel. Madame Borne, qu'elle s'occupe de l'État. Nicolas Dupond-Aignan, vous venez de parler donc du choix des injectés, de se faire une injection ou pas. On a vu le ministre de la Santé, il y a la nouvelle campagne de vaccination contre la Covid qui a commencé. Alors, la Covid, quelque part, elle est passée un peu à la trappe et pourtant, il y a encore des femmes qui se battent parce qu'elles ont observé des effets secondaires. Donc, que pensez-vous? Parce qu'on vous a pas entendu vous exprimer récemment sur cet élément-là. Parce qu'il y a des vidéos. Alors, il y a deux choses. D'abord, je vais vous dire, il y a deux choses incroyables. Effrayante. Il y a encore des gens qui meurent du Covid. Qui meurent. Parce qu'ils ne sont pas soignés. Non, mais parce qu'ils ne sont pas soignés. Très peu, mais ils ne sont pas soignés. Mais il y en a qui ne sont pas soignés. Oui, des gens fragiles qu'on laisse avec du Doliprane, alors que s'ils prenaient de l'ivermectine pendant 4 jours, ils seraient sauvés. C'est une honte. Alors, il n'y a pas de consensus scientifique, ce qu'on nous dit à la télévision. Bien sûr. Mais il y a une étude. Vous allez sur Internet, ivermectine 2019, il y a 76 études, dont beaucoup en double aveugle, qui montrent qu'il y a des résultats. Voilà. Moi, je renvoie sur Internet, et c'est des études très sérieuses. Bon. Donc déjà, on laisse crever des gens qui ne devraient pas mourir, des personnes âgées, fragiles, et qui sont d'ailleurs quadruple vaccinés. Attendez, j'insiste, qui ont eu 4 injections, et qui meurent du Covid. Donc, parce que, je le dis, il y a encore des gens qui meurent du Covid, c'est inacceptable, alors qu'on peut le soigner. Premier point. Deuxième point, il y a des effets secondaires de plus en plus nombreux qui sont sur les sites publics, sous-estimés parce qu'ils ne sont pas tous déclarés, mais si je parle pas de sous-estimation, si je prends le site VRAS aux États-Unis, site européen de la Commission européenne, site français de la NSM, on voit qu'il y a une explosion des effets secondaires avec des milliers de morts. Ça, c'est public, ça existe. Je n'arrive pas à obtenir, pour la France, les classes d'âge de mortalité. Et c'est très important ce que je vous dis là. Parce que si on avait les classes d'âge de mortalité, on verrait probablement, je dis probablement,
qu'en dessous de 50 ans, les injections ont favorisé une mortalité. Alors, le site Euromomo, qui fait une analyse sur l'Europe, a démontré qu'il y avait des surmortalités, Tout à fait. notamment chez les 0 à 14 ans. J'ai Tout à moi-même fait. fait l'analyse donc avec un autre scientifique, un ancien Tout à chercheur fait. du CNRS. Oui, ce site-là, et il y avait le chercheur Laurent Toubiana qui avait demandé Tout à fait. les mortalités toutes Et c'est ce causes que j'ai demandé. par une pétition, et ça n'a j'ai jamais été fait une obtenu. lettre officielle de en recommander. Comme par hasard, en France, on ne veut pas les donner. Parce que j'imagine que le chiffre correspond à ce qui se passe à l'étranger. Donc, en tant que Ce qui député, vous voudrait allez dire- vous battre pour Ah obtenir mais je ces me données. bats sans arrêt. J'ai déjà envoyé des courriers. Je suis en liaison avec le professeur Toubiana, avec tous. Je les harcèle. Je le fais discrètement parce que je veux avoir tous les éléments. Mais je le fais. Et je vous enverrai copie des courriers. J'en suis au 3e. Vous vous rendez compte? Ça, c'est gravissime. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que vous avez des effets secondaires, pas seulement des décès, mais vous avez des effets secondaires très graves sur les femmes. Vous avez... Il y a un collectif de Où est mon site qu'on a reçu, Tout à Mélodie fait. Ferron ici et Tout à Diane fait. Frota, qui travaillent qui font énormément. un énorme travail. Et vous les soutenez eux Mais aussi? complètement. J'ai été manifesté avec eux quand ils étaient devant le Sénat. Enfin, je les soutiens à 150%. Je peux pas faire plus que ce que je fais. Je fais tout ce que je peux pour les soutenir. C'est gravissime. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le Danemark, l'Angleterre ne recommandent plus le vaccin ou l'injection pour les moins de 50 ans. Ils ont fini. Ils ont compris. Danemark et la Suède, je crois. Et la hein, Suède. Mais l'Angleterre aussi. Plus ambigu, mais enfin, en gros, ils disent stop. Mais nous, non. Nous, on entend des clips à la télévision, ça continue. Ça continue à vouloir faire des injections qui produisent des effets secondaires graves, qui mettent en danger la vie des jeunes, et qui, en plus, ne préviennent pas du Covid, puisque, je vous le disais, il y a des gens qui meurent du Covid quadruple vaccinés. J'ai demandé pareil, qu'on ait les statistiques des morts du Covid en fonction du statut vaccinal. D'accord? Bon. Donc, en fait, l'étau se resserre, parce que vous savez, à un moment, la vérité apparaîtra toujours. Et aujourd'hui, on a les statistiques de mortalité. Il y a un pic de mortalité en 2022 après la vaccination générale, surtout dans les pays. Alors, on nous dit, ce qui est possible, il y a plusieurs raisons autres que les injections. On nous dit, c'est la chaleur, mais en Islande, il a fait 14 degrés cet été, j'ai pas le sentiment que ce soit la canicule. Bon, et l'Islande, les chiffres sont très mauvais. On nous dit, les gens n'ont pas été soignés, c'est vrai. À cause de leurs mesures stupides de passe à l'hôpital, ils ont empêché des gens d'aller se faire détecter. Et vous avez les conséquences, là où... Résurgence de cancer, Et bien résurgence de sûr, maladie. puisqu'on a interdit aux gens de se soigner. Ce sont des criminels. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir ça. Moi, j'essaye d'être le plus droit possible, parce que je pense qu'il est très important dans notre combat contre ce qui s'est passé et contre ce qui continue de se passer, d'avoir la solidité des argumentations. Mais quand on regarde tout de manière très solide, et je suis très prudent volontairement parce que je ne veux surtout pas être pris en défaut, qu'on me dise voilà, parce qu'il a dit au début, j'étais quand même le premier à dire sur TF1 que j'étais pas une souris de laboratoire. Bon. Et moi, je suis très fier de ne pas être vacciné et je suis content d'avoir résisté. Mais je veux être sûr, vous voyez, et je vous remercie du travail que vous faites parce que nous allons faire émerger la vérité et nous traduirons en justice ces criminels. Parce que moi, j'appelle ça des criminels. Mais pour ça, il faut tous les éléments. Et le drame, c'est qu'on perd du temps parce qu'on continue. C'est ça qui me rend malade. On continue. Et on continue. Madame Rogez, déléguée nationale de Debout la France, à la santé, a été traduite devant un tribunal inquisitorial du Conseil de l'ordre de l'Oise, comme le professeur Perron à Paris. C'était ahurissant. Et dès qu'elle portait une réponse, on lui coupait la parole. C'était l'Inquisition. Cette femme a sauvé des dizaines de vies avec l'ivermectine, l'azithromycine, le zinc, la vitamine D. Tiens, la vitamine D. La vitamine D, il n'y a même pas de débat scientifique. L'Académie de médecine l'a dit. Je sais si je suis en désaccord avec l'Académie de médecine sur certains points, mais là, elle l'a dit. Le CHU d'Angers. Il y a quand même eu des études qui ont prouvé, on va dire, l'efficacité. Alors qu'il y avait des chercheurs de télévision, des docteurs de la télévision qui ont dit l'inverse. Alors, sur la vitamine D, il n'y a aucune possibilité de nous dire que c'est pas vrai. Est-ce que vous croyez qu'on donne de la vitamine D aux Français en ce moment, avant l'hiver? Est-ce que vous croyez qu'il y a une campagne à la télévision pour dire
vérifier votre degré de vitamine D. À partir de 50 ans, il faut le faire. Votre système immunitaire, de manière à ce qu'il fonctionne de manière opportune. 80% de réduction d'attraper le Covid. Plus que l'injection. C'est ça qui me révolte. Mais ça me révolte, vous ne pouvez pas savoir. Donc il y a beaucoup de choses qui vous révoltent, Nicolas Dupont-Aignan, du traitement de la guerre en Ukraine, du budget, des éléments de la crise. Pour essayer de conclure, si jamais il y avait une chose que vous voulez que les Français gardent à l'esprit de cette intervention, qui est quand même... On peut faire autrement. Couvert beaucoup de sujets. Voilà. On peut faire autrement. On peut faire autrement, avec du bon sens. Demain matin, aucune fatalité. Demain matin, je fais quoi? Mais demain matin, on peut faire autrement. D'ailleurs, il y a une capacité de rebond de la France fabuleuse. Souvenez-vous du général de Gaulle en 58, quand la 4e République finissante, on disait « mais vous ne pourrez jamais redresser le pays ». Mais en 4 ans, il a redressé le pays. Il a redressé les comptes, il a redonné du prestige, il a mis en place les programmes. Je ne vous dis pas qu'il y a d'un remède miracle, attention. Mais c'est comme, on va bifurquer. En fait, c'est une question de direction. Quand vous êtes en voiture et vous foncez vers un mur, vous tournez le volant. Ça, vous pouvez le faire tout de suite. Ça ne veut pas dire que tout de suite, vous allez arriver à destination. C'est quand même pas compliqué. Et moi, je n'en peux plus de ça parce que vous comprenez, ce que j'ai constaté, j'ai beaucoup réfléchi cet été. Et moi aussi. Alors, on se dispute, ah oui, mais alors on va aller où? À quelle destination là-bas? Comment? Machin. Et puis dans 2 ans, on aura fait quoi? Mais en attendant, il faut tourner le volant pour éviter le mur. C'est tout. Donc, je dis aux Français, il n'y a pas de fatalité. Arrêtez de croire que tout est pourri. Arrêtez de croire que la politique ne peut pas servir. Mais secouez-vous. Vous allez crever, au sens propre comme au figuré. Donc maintenant, secouez-vous, réveillez-vous. Aidez-nous aussi, aidez-nous. Parce que nous, on rame. Hein. On n'a pas un radis, on n'a pas un sou. Donnez de l'argent à ceux que vous voulez, ceux que vous préférez, je m'en fiche. Mais Debout la France, il y a un site, vous allez donner 10 €, ça nous aidera. Vous, François, vous avez besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Nous, on se bat à main nue. On se bat à main nue et les gens sont là à râler tout le temps. Et puis ils vont pas voter. Moi, j'ai vu dans la rue des gens, monsieur Dupont-Aignan, vous êtes formidable. Je dis, c'est gentil. Vous avez voté à la présidentielle? Non, je n'ai pas été voté parce que. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Et après, vous plaignez. Prenez-vous en main aussi un moment. Vous savez, je sais que j'engueule un peu les gens, puis c'est dommage d'engueuler les gens qui regardent François, parce que ceux qui regardent François, ils ont compris. Bon, mais si. On l'espère. Sinon, ils ne regarderaient pas François. Mais non, mais c'est pas le but. C'est pas quand même le but. Je pense que le but, c'est justement bien sûr, c'est d'établir le débat. En fait, je veux que les gens comprennent qu'on peut faire autrement dans leur vie personnelle. On fait autrement. Quand on a un problème, on essaye de le traiter. Bien sûr. Bon, alors pourquoi ils sont ramollis sur le plan civique? Voilà, on a besoin d'aide. On a besoin d'argent. On a été beaucoup assisté en France pendant des années avec des aides en veux-tu, en voilà, avec un système social qui a peut-être appauvri notre capacité à réagir. Et puis une éducation nationale qui a abêti les gens, une télévision qui a abêti les gens, et en fait, ils n'ont plus de cerveau. Et on avait fait un truc très bon à la fin de la campagne, on avait fait un clip, mais on l'aurait dû le faire tout le temps, on avait mis « Éteignez la télé » au lieu de faire mon discours. J'avais mis « Éteignez la télé, allumez vos cerveaux ». Alors, vous avez confiance dans vos compatriotes pour leur capacité de rebond, mais vous dites qu'ils n'ont plus de cerveau, donc quand même, il faut essayer de leur rendre... Je ne dis pas ça. Je dis que, bien sûr qu'ils ont un cerveau, je dis qu'il faut l'allumer. Voilà. Le rallumer. Le rallumer, c'est-à-dire ne pas croire que ça va tomber du ciel. Avec un gaz un peu mitigé, avec peut-être du gaz russe ou du bois français, on va dire. Oui, et puis même du gaz russe, il faut arrêter les sanctions, il faut rétablir enfin, c'est... Écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Donc, réveillez-vous. Tout est possible. J'entends ça. C'est même si jamais vous avez dressé un réquisitoire sévère, que c'est la dernière chance pour les pays, que le macronisme est abominable, qu'il y a une incapacité d'apprendre de ses erreurs. On a encore cette capacité de rebond. On est peut-être au fond de la piscine, mais on n'est pas encore noyé. Non. D'ailleurs, entre nous, je veux dire, pourquoi les Français se réveillent pas? Parce mais ils ont encore un certain petit confort. Et qu'ils ont peur de le perdre. Donc, je leur dis, anticipez. Mais je vais vous dire, cet hiver, ça va les réveiller. La douche froide le matin, ça va réveiller tout le monde. Qui ont pris la douche froide en Grèce. On a vu le réveil des Grecs. Le Liban, en revanche, attention, dernier point. Le Liban, dramatique. Les pays qui souffrent le martyre. Des Libanais formidables qui avaient protesté.
Mais il y a une oligarchie qui a tout verrouillé. Et le Liban est en train de crever. C'est dramatique. J'adore le Liban, c'est un pays magnifique. L'Arménie est en train de se faire assassiner. Donc, je dis aux Français, voilà, l'histoire peut être tragique. Regardons un peu ce qui se passe, apprenons les leçons, mais concentrons-nous sur le problème. Et on peut s'en sortir. De manière à s'en sortir. On peut. Bah écoutez, merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin à cet entretien essentiel. Merci à tous de nous avoir suivis. On essaie justement d'alimenter le débat, d'amener une information loyale. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été amenés par Nicolas Dupont-Aignan sur les divers sujets géopolitiques, y compris sanitaires. Merci à tous de nous suivre et soutenez François autant que vous pouvez de manière à ce qu'on continue. Voilà, bonne journée à tous.